Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler corps et notion de personne. C'est parti. Voici Anouchka. Comme vous le voyez, Anouchka a un corps humain. Mais est-elle pour autant une personne? L'anthropologie apporte plusieurs pistes de réflexion. Alfred Irving Hallowell, un anthropologue américain du milieu du XXe siècle, nous rappelle qu'on ne peut pas étudier les autres cultures en leur appliquant les catégories occidentales de pensée. Pour comprendre la notion de personne d'autres peuples, il est donc important de comprendre leur vision du monde, leur world view. Par exemple, chez les Ojibwa, des Indiens d'Amérique du Nord, Hallowell nous signale qu'humain et personne ne sont pas synonymes. En effet, dans cette culture, on considère que les personnes sont composées d'une partie vitale intérieure, une sorte d'âme qui est commune à toutes les personnes. Le corps n'est qu'un détail. Mais alors, ce caillou peut-il être caractérisé comme une personne par les Ojibwa? Pas forcément. Les pierres entrent dans la catégorie linguistique des animés, mais ça ne veut pas dire qu'elles le sont toutes. La plupart ne le sont pas, mais elles en ont le potentiel. L'attribut principal pour appartenir à la catégorie de personne est la capacité de métamorphose. Pour les Ojibwa, les apparences sont donc trompeuses. Par exemple, cette jeune femme est en train de dormir. Son corps est donc ici, mais son âme peut être occupée ailleurs. Elle est peut-être en train d'être initiée par des ancêtres ou a même pu prendre possession du corps d'un ours. Les rêves, comme les mythes, sont d'une importance primordiale pour les Ojibwa. Ils sont aussi réels que la vie quotidienne. Mais alors, ce loup par exemple, est-il une personne? Encore une fois, ça dépend. Potentiellement, l'âme d'un sorcier pourrait avoir investi ce corps. Il s'agirait alors d'une personne puissante, car les capacités de métamorphose sont proportionnelles à la puissance. Encore une fois, on voit que pour les Ojibwa, l'habit ne fait pas le moine. Derrière une jeune femme en train de dormir ou une vieille dame en haillons peut se cacher une sorcière capable de se transformer en prédateur. Comprendre ça permet de comprendre les échanges que les Ojibwa ont avec les animaux ou certains objets, parfois similaires aux interactions humaines. Donc, les Ojibwa voient tous les êtres et certains objets qui les entourent comme des humains déguisés en animaux. La réalité est un peu plus complexe et ne concerne pas seulement les Ojibwa. Philippe Descola appelle cette conception du monde l'animisme. Cet anthropologue français contemporain distingue 4 formes de relations aux êtres, qu'ils soient humains ou non humains. Ces 4 ontologies impliquent 4 conceptions du corps différentes. D'abord, l'animisme. Cette ontologie concerne humains et non humains ayant des intériorités semblables, mais dont la matérialité, le corps donc, peut changer. Les membres d'un même groupe animique partagent ainsi l'humanité comme condition et non comme espèce. Notons que cette vision implique un respect de la nature, car les animaux, les plantes, ont une intériorité similaire à celle des êtres humains, il convient donc de les respecter. Mais l'animisme est une ontologie complexe. Eduardo Bibeiro de Castro, anthropologue brésilien contemporain qui a étudié les peuples amazoniens, approfondit l'analyse. Lui parle de perspectivisme, une forme d'animisme caractérisée par l'unité de l'esprit et la diversité des corps. Mais alors, qu'est-ce que ça implique? C'est simple. Kimke est un humain. Il voit donc les humains comme des humains et les animaux comme des animaux. Pour lui, cette panthère est une panthère. Mais si on se met à la place de la panthère, la perspective, le point de vue est tout autre. La panthère se voit aussi comme une humaine et voit donc Kimke comme une proie potentielle, un phacochère par exemple. Le corps n'est donc qu'un vêtement, un masque qui recouvre une subjectivité identique à la subjectivité humaine. Descola et De Castro s'accordent sur l'idée que, dans la conception du monde animiste, le point de vue est imposé par le corps. Et les 3 autres ontologies alors? Il y a ensuite le totémisme, qui implique des caractéristiques communes entre les êtres tant au niveau de l'extériorité que de l'intériorité, l'analogisme, qui est une vision du monde basée sur la discontinuité graduelle des essences, donc des intériorités. Elle est aussi basée sur les écarts différentiels progressifs entre les formes, donc sur une discontinuité entre les extériorités également. Enfin, le naturalisme, l'ontologie dominante en Occident qui s'oppose à l'animisme. En effet, notamment suite aux théories évolutionnistes de Darwin, on considère que la forme est similaire entre humains et non humains, mais que l'on se distingue au niveau de l'intériorité, de l'esprit, de la culture. Mais attention, ces ontologies ne sont pas figées. Descola admet qu'elles coexistent au sein d'une même culture dans des intensités différentes et qu'elles continuent d'évoluer. Mais alors, dans le naturalisme, le corps appartient-il à la nature ou à la culture? C'est une bonne question et tout le monde n'est pas d'accord sur la réponse. Prenons un exemple. Voici Damaris. Damaris est cannibale. Est-ce qu'elle mange de l'homme parce qu'elle a besoin de se nourrir ou pour des raisons culturelles?
Certains pensent que les différences culturelles sont expliquées par des mécanismes biologiques, dans le cas de Damaris, un manque de nourriture accessible qui l'obligerait à changer son régime alimentaire. Mais cette question prend de plus en plus de sens. Damaris a des problèmes cardiaques. Son père, cardiologue réputé, allant à l'encontre des règles déontologiques interdisant de soigner les membres de sa famille, lui implante un cœur artificiel. Le corps de Damaris est-il alors culturel de par son cœur artificiel ou naturel ? Donc le rapport au corps change avec les nouvelles technologies, c'est ça ? Tout à fait. Evelyne Esther Gabriel, psychomotricienne française, apporte quelques pistes. Tout d'abord, la technologie permet de transformer le corps et de le moduler en fonction de nos idéaux. Retournons vers Damaris et son cœur artificiel qui lui permettra sûrement de vivre plus longtemps. Et si l'on pousse ce processus plus loin, certains souhaiteraient maintenir leur esprit en vie, approchant ainsi l'immortalité en numérisant leur corps. Ces nouvelles limites seraient donc définies par la machine. Voici Damwis, l'esprit de Damaris, son avatar selon les termes de l'époque moderne. Elle a abandonné son corps pour vivre davantage en osmose avec le réseau et dépasser les limites biologiques de son corps. Mais alors, comment s'articulent ces corps numériques et biologiques ? Finalement, quelle est la différence entre Damaris et Damwis ? Olivier Servet, un anthropologue belge, a d'abord travaillé avec les Ojibwa pour se tourner ensuite vers les avatars des mondes virtuels. Selon lui, il y a une coévolution des deux corps avec une adaptation nécessaire des deux côtés. Damaris peut dépasser les limites de son corps physique grâce à Damwis, mais le game design contraint les possibilités d'action de Damwis. Mais alors, que représente le corps numérique pour l'humain biologique ? Olivier Servet montre que le joueur utilise l'informatique pour s'incarner dans un personnage qui le dédouble et augmente ses capacités. Damaris a créé Damwis comme une extension d'elle-même dans un monde virtuel qui lui offre des potentialités que son corps n'a pas dans la vie quotidienne. Damwis est par exemple capable de voler. Pour être au maximum de son potentiel, le lien entre les deux corps est important. En effet, quand Damwis évolue dans son monde virtuel, Damaris est entièrement projeté dans cet autre monde. Ses mains physiques connaissent d'instinct les touches qui font agir son avatar, laissant toute son attention disponible pour agir avec lui. Des réflexes musculaires imprègnent donc son corps biologique et le font évoluer. Mais attention, Esther Gabriel nous rappelle que ce corps physique, que certains voudraient transcender, finit toujours par nous rappeler à l'ordre. Damaris a mal aux yeux après quelques heures passées face à l'écran et oblige Damwis à arrêter d'évoluer jusqu'à ce que les yeux de Damaris récupèrent. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? Le corps, sous ses apparences naturelles voire universelles, renvoie en fait à différentes conceptions du monde et de la catégorie de personnes. Hallowell nous a montré que le corps ne définit pas la personne chez les Ojibwa. Son apparence peut changer, mais l'essence de la personne reste constante car elle est interne. On rejoint donc l'animisme de Descola et le perspectivisme de De Castro qui décrivent le corps comme un simple vêtement qui recouvre l'intentionnalité humaine commune aux humains et aux non-humains. Ce corps contraint alors la vision du réel. Dans les mondes virtuels, un nouveau corps apparaît, l'avatar. Esther Gabriel explique qu'il permet d'entrevoir l'immortalité, mais que le corps physique continue malgré tout de lui imposer ses contraintes. Par ailleurs, le corps avatar est également soumis à des limites, car Servet nous rappelle que ses capacités sont brimées par les programmateurs qui restreignent donc les désirs du corps biologique. Mais alors, quelles sont les conséquences de cette nouvelle relation entre corps et science sur notre façon de voir le monde ? Bon écoute, j'appelle Descola et on se retrouve tous la semaine prochaine pour connaître sa réponse. Salut!